notre président, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est le fruit et le résultat d'une longue expérience, d'une longue lutte. Notre champion était naturellement préparé. Comme je viens de le dire, par ces longues années de lutte, ces longues années d'expérience auxquelles je perd, il n'y a pas une meilleure université que celle-là pour préparer aux fonctions suprêmes. Parce que la finalité de la politique, c'est de servir les citoyens. Ce n'est pas d'arriver au pouvoir, c'est de servir les citoyens. On va chanter Debout Congolais, I2. Et au nom du président Patrick Tchabasmalto, ainsi qu'à celui du Bureau national GREX, toute notre gratitude à vous tous ici présents dans la salle et très particulièrement à nos éminents intervenants qui, nonobstant leurs multiples occupations au service des nations, ont bien voulu accepter de nous honorer par leur présence. Nous ne pouvons dire que merci. Nous sommes heureux de vous savoir nombreux et de vous compter parmi nous. À tous, nous vous souhaitons la bienvenue. Merci. Aujourd'hui, dans ce magnifique cadre que nous offre le ministère des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, à l'occasion du premier colloque international organisé par le GREX, axé sur l'alternance pacifique du pouvoir en RDC. Quel bilan 3 ans après? D'aucuns le savent, en Afrique subsaharienne, la captation du pouvoir politique est une affaire sérieusement mieux protégée par ceux et celles qui en détiennent l'impérium, limitant par le fait même toute possibilité d'alternance ou de renouvellement de régime politique. Cette situation, souvent dénoncée, se traduit par une compression générationnelle et par l'accaparement de tous les moyens de l'État, en dépit du fait des dispositions légales nationales proclamées sous la loupe de la démocratie. La récente actualité africaine ne cesse de nous le prouver au fil du temps. La lutte d'Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, traduite dans sa vision de l'anthropocentrisme, homme au centre de son action politique, que nous connaissons tous par le célèbre appel « le peuple d'abord ». Ce combat, longtemps mené par le leader Maximo et tous ceux qui se sont joints à lui, a abouti en décembre 2018 par l'obtention d'une alternance politique entre un président sortant et un président entrant au sommet de l'État. Une première en Afrique centrale et une de rares en Afrique subsaharienne. En effet, cette avancée et première d'Afrique centrale a permis un climat politique modéré en RDC, au-delà de toute attente apocalyptique souhaitée par certains turiféraires des offices politiques. Qu'à cela ne tienne, aujourd'hui, nous nous posons la question tous azimuts, celle de savoir, 3 ans après l'alternance pacifique du pouvoir, quel bilan en retenir et quelle perspective d'ancrage démocratique que cela nous enseigne-t-il? C'est ce que nous saurons dans les exposés de nos brillants intervenants. Eu égard, alors que s'ouvre notre premier colloque international, nous souhaitons à tous et à toutes
une bonne attention et plein succès dans le travail. Merci. Monsieur le ministre veut également signaler leur présence. Tous les autres invités qui sont là, je crois que vous êtes honorés, nous vous accueillons, la presse également. On va essayer de réfléchir sur ça justement aujourd'hui. On va essayer, les orateurs bien sûr vont essayer de répondre aux différentes questions et je crois qu'on sortira tous satisfaits. Différents secteurs, justice, politique nationale, le secteur social, le secteur économique également. Et voilà, nous allons essayer parce que nous sommes ici sur l'invitation du groupe de réflexion. C'est un groupe de réflexion et voilà, nous allons nous exercer à réfléchir. Alors, la personne qui est là pour nous édifier justement, il répondra à cette question. Félix Tshisekedi nous l'alternance et ça limite en 3 ans. Du moins, le secteur de l'économie, secteur il y a Monsolo, secteur il y a finance. Nous allons d'abord commencer par là. Et c'est lui qui va nous édifier, répondre à cette question, et ministre des Finances. Performance historique. Je ne sais pas où tu vois, mais on verra. Monsieur Nicolas Kazati, PGLV, et nous allons applaudir. Voilà, il a la parole. Monsieur le ministre, mon heure n'a pas été l'heure congolaise, mais c'est parce que j'ai une série d'engagements ce matin et j'étais obligé de venir très tôt, même si la salle n'est pas encore tout à fait remplie. Alors, j'ai voulu que ce soit un échange libre parce que c'est la manière la plus efficace de partager des opinions, partager des points de vue et transmettre des expériences. Alors, lorsque on m'a dit le sujet de la réunion du colloque d'aujourd'hui, je m'étais dit, est-ce qu'il faut beaucoup plus parler de politique ou bien beaucoup plus parler d'économie? C'est vrai que le ministre des Finances, on l'attend pour parler d'économie et de finances, mais il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de finances qui tiennent la route sans politique. Comme on dit, faites-nous une bonne politique et on ferait de bonnes finances. Et donc, permettez que je commence par parler du contexte politique qui nous amène vers l'économie ou vers les finances. Depuis, et même avant que nous n'arrivions aux affaires, avant la passation du pouvoir historique de janvier, 24 janvier 2019, et après la passation de pouvoir. Ce qu'il faut savoir, c'est que la passation de pouvoir dont on a parlé, c'est vrai qu'elle est historique, c'est vrai qu'elle signifie un progrès dans la civilisation congolaise, un progrès dans la manière de gérer nos problèmes, de gérer notre nation, c'est-à-dire des gens qui hier étaient des adversaires farouches, qui acceptent de jouer le jeu démocratique et d'opérer une transition pacifique et civilisée. Ce n'est pas une chose facile quand on connaît comment nous, Africains, nous sommes émotifs. Quand nous savons comment nous, Africains, nous aimons régler les problèmes, rendre des comptes, nous aimons nous venger. Mais il faut beaucoup d'élévation pour pouvoir comprendre que c'est là l'intérêt supérieur du pays et des Congolais. Et donc, c'est tellement plus facile de continuer de se battre, de tout refuser, de mettre le feu, pour avoir des gens qui comprennent que ce que nous avons à préserver devant est plus important que nos querelles. C'est des gens d'un niveau très élevé. Et ce niveau très élevé, nous avons la chance d'en avoir eu dans la personne de notre président, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est le fruit et le résultat d'une longue expérience, d'une longue lutte, d'un combat qu'il a vécu toute sa vie depuis qu'il avait, je crois, 15 ans. Et il a expérimenté le combat mené par son
les combats menés par son père, parce que son père a combattu durant 3 différents régimes. Il a expérimenté les combats menés aussi bien par le pays qu'à l'international, parce que notre pays est toujours au cœur des enjeux internationaux. Et il a pu mûrir cette réflexion qui nous a amenés à cette victoire. Ce n'est pas peu de choses. Beaucoup de gens, vous l'avez vu même au sein de notre parti, sont restés dans des positions extrémistes qui ne produisent rien d'autre que le plaisir d'être dans l'extrême et de tout refuser. Mais la vie est beaucoup plus compliquée que cela, et notre président a compris, avant beaucoup de gens au sein de notre parti, qu'il fallait un minimum d'ouverture et beaucoup de pragmatisme pour faire évoluer notre pays et l'amener à la victoire. Parfois au prix de beaucoup d'incompréhension et même d'accusations. Vous savez combien il a été accusé dans ce pays, dans cette ville. Alors qu'il était en phase avec ses convictions profondes, avec le produit de son expérience, qui lui faisait dire qu'il fallait faire preuve d'ouverture, de flexibilité, de pragmatisme pour faire avancer notre cause. Cette ouverture a commencé dans l'opposition, lorsqu'il a ouvert les bras à des gens qui étaient avec notre adversaire principal quelques années ou quelques mois ou quelques jours plus tôt. Il a subi là aussi l'incompréhension des gens de notre propre famille politique, qui avaient le sentiment qu'ils bradaient le patrimoine historique de notre lutte, alors que ce n'était rien d'autre que la sagesse et l'intelligence. Et il a fait juste, que vous vous souvenez de Genève, et d'après Genève, c'était le prix à payer pour pouvoir présenter un autre visage, une autre image du parti, un parti prêt à gérer les fragilités de notre pays, à préserver l'essentiel, c'est-à-dire la paix et la stabilité, et à conduire le développement du pays. Cette expérience dans l'opposition, cette expérience de Genève, nous ont amenés à la victoire de janvier 2019. Notre champion était naturellement préparé. Comme je viens de le dire, par ces longues années de lutte, ces longues années d'expérience auprès de son père, il n'y a pas une meilleure université que celle-là pour préparer aux fonctions suprêmes. Et il a apporté son intelligence personnelle pour voir comment négocier ces virages, comment rectifier la trajectoire de notre parti, de notre lutte, pour obtenir ce résultat. Maintenant, une fois que ce résultat est obtenu par cette grande victoire de janvier 2019, il faut que cette victoire soit utile, il faut qu'elle serve. Parce que la finalité de la politique, c'est de servir les citoyens. Ce n'est pas d'arriver au pouvoir, c'est de servir les citoyens. Comme le dit notre slogan qui nous a été légué par Étienne Tshisekedi, le peuple d'abord. Eh bien, une fois arrivé au pouvoir, le président est resté dans ses convictions, dans ses principes, dans le fruit de son expérience, et il a estimé que cette coalition qui a été mise en place dans la première phase de son quinquennat était le meilleur choix possible à cette étape-là pour préserver l'essentiel, c'est-à-dire la stabilité du pays. Et cela nous a permis effectivement de préserver la stabilité du pays. Mais il n'a pas perdu de vue que notre combat n'était pas un combat juste pour se satisfaire d'être arrivé au pouvoir et de faire comme les autres. Il a gardé la ligne. C'était de changer les habitudes. C'était de nous éloigner de la mauvaise gouvernance, de nous éloigner de la corruption qui était devenue endémique, qui était devenue un fléau. C'était de nous éloigner de la grande prédation dans laquelle nous vivions. Eh bien, dans sa sagesse, dans son pragmatisme, il a rassemblé les Congolais, du moins ceux de la famille politique qui étaient nos anciens adversaires, pour que nous puissions ensemble cheminer. Et la seule différence entre avant et après, c'était le chemin tracé par le leader. Et son chemin était clair, je ne vais pas revenir sur cette ligne. Regardez vous-même toutes les prises de parole qui ont été les siennes depuis janvier 2019
jusqu'en décembre 2020, au moment où on entre dans l'Union sacrée pour la nation, il a tracé une ligne très claire de mettre le peuple au centre des préoccupations. Cette décision que certains ont voulu galvauder, ont voulu ridiculiser, est l'une des plus grandes décisions prises dans notre pays depuis qu'il existe. Par cette décision, il a fait en sorte que plus de 4 millions d'enfants qui étaient dans les rues, qui étaient appelés à terminer dans les rues et peut-être dans le banditisme, sont aujourd'hui dans les écoles. Et cela grâce au fait que les parents n'ont plus à devoir payer. Il est vrai qu'il y a des conséquences à cela. C'est que les classes aujourd'hui sont bondées. Il y a plus de gens, il y a parfois des classes de 100 élèves. Mais on ne peut pas tout avoir le même jour. Chaque jour est une étape. La première étape, c'était de rassembler les enfants dans les écoles. La deuxième étape, c'est d'accélérer la construction de nouvelles écoles. La troisième étape, c'est de renforcer la qualité de cette éducation. Cette décision historique de rendre effective la gratuité, moi je peux vous témoigner, parce qu'à l'époque j'étais au cabinet du chef de l'État, lorsqu'il a voulu la prendre, je me rappelle, on a eu des discussions avec le directeur de cabinet Vital Kamerhe à l'époque, avec le chef de l'État. Je leur ai dit, dans ma petite peau de technocrate, je leur ai dit, c'est une bonne décision, on n'a pas les moyens de la faire, ça risque de nous poser des problèmes. Et les deux qui sont des politiques, qui ont le leadership politique, commencez par le faire et vous aurez tous les soutiens pour le faire. Et lorsque dans quelques années, on verra les résultats que ça produit dans votre pays, l'histoire se souviendra de cette décision que vous avez prise. Voilà un exemple du changement, de ce que nous a apporté ce changement pacifique. D'autres exemples, il y en a beaucoup, mais je vais vous en donner un seul. Notre pays a souffert de la prédation, notamment dans le secteur minier. Des contrats léonins qui profitaient à des individus qui sont devenus multimillionnaires et le pays qui n'en profitait pas. Je me souviens du cas d'une société, et je le prends comme exemple, mais il y en a énormément, où le chef de l'État, c'était peu avant que je n'arrive comme ministre des Finances, nous a tracé une ligne en disant, voilà cette société, il faut qu'on en fasse un exemple pour donner le message aux miniers que le temps de la prédation, le temps des complicités est terminé. Ces gens doivent payer ce qu'ils doivent payer à l'État, et s'ils ne payent pas, il faut faire un redressement comme il doit se faire. Je me rappelle, le travail avait commencé avant que je n'arrive, il s'est terminé quand j'étais ministre des Finances. Et je me rappelle quand je suis arrivé comme ministre des Finances, on a continué à travailler sur le dossier. La force de ce dossier et ses partenaires miniers ne comprenaient pas ce qui arrivait, était qu'ils ont tout essayé pour voir comment négocier derrière avec les gens. Ils ont trouvé toutes les portes fermées. Et nous avons pu les redresser, nous avons payé plus de 300 millions de dollars de redressement fiscal. Dans l'histoire de ce pays, c'est le plus grand redressement fiscal intervenu au Congo. Et depuis lors, moi je reçois les miniers tous les jours. Je peux vous dire qu'il y a au moins une chose qui est sûre, une victoire qui est menée, c'est qu'ils savent que dans notre équipe, que ce soit au niveau du chef de l'État ou au niveau du ministère des Finances, ils ne trouveront jamais des gens pour aller s'enfermer derrière et s'entendre pour se partager l'argent au détriment du trésor, au détriment du peuple congolais. Et l'une des conséquences de cet acte politique fort dans la lutte contre la corruption, c'est qu'aujourd'hui, vous voyez vous-même, chaque année, à chaque déclaration, comment les recettes augmentent, parce qu'il n'y a plus de temps pour la négociation. Il n'y a plus de place pour faire des deals cachés. Aujourd'hui, ils savent qu'ils payeront ce qu'ils doivent payer. Et pour aller de l'avant, nous sommes en train de mettre en place ce qu'on appelle la digitalisation pour nous assurer que toutes les transactions qui sont faites sont perçues et suivies et qu'il n'y ait plus de place pour la triche. La conséquence de tout cela, nous ne sommes qu'au début de cet exercice. La conséquence, c'est que nous voyons nous-mêmes chaque jour comment
le vol, la corruption sont en train de reculer dans la mobilisation de l'impôt. Ce n'est pas encore fini, il y a encore un long chemin à faire, mais je peux vous dire que les progrès que nous avons faits sont historiques. Le niveau des recettes enregistrés en 2021 et aujourd'hui en 2022 sont des niveaux qu'on n'a jamais atteints dans l'histoire de notre pays. Les rapports que nous avons avec les grandes entreprises sont des rapports qui n'ont jamais existé. Demandez-leur, ils vous le diront. Demandez aux grandes entreprises qui contribuent. Demandez-leur comment ça se passe aujourd'hui avec les gouvernements. Les gouvernements au plus haut niveau, je veux dire. Parce qu'il peut arriver qu'à des petits niveaux, il y a encore des choses pas propres qui se fassent. Mais au plus haut niveau, ils vous diront qu'on n'a jamais vu ça. Qu'aujourd'hui, on travaille pour le bien, pour la transparence, et ils se sentent encouragés de payer ce qu'ils doivent payer. Voilà la force du pouvoir politique, du leadership politique, la force de ce changement de 2019, ce sur quoi nous travaillons, ce que nous essayons d'entretenir et de faire progresser pour pouvoir régler les problèmes quotidiens des Congolaises et des Congolais. Maintenant, il est vrai que nous avons beaucoup d'adversaires, nous avons une grande population, nous avons beaucoup d'attentes, il y en a qui sont impatients, mais je peux vous assurer que ce que nous faisons est ce que nous devons faire. Même si tout n'est jamais parfait, nous sommes résolument sur la bonne direction en ce qui concerne les grands changements attendus, les bénéfices attendus de ce changement pacifique dans le secteur de l'économie et des finances. Alors, un autre point important, c'est que, comme je vous l'ai dit au début, il n'y a pas de bonne économie, il n'y a pas de bonne finance sans bonne politique. Un autre point important, c'est que notre pays reste un pays fragile. Nous avons, à l'extérieur du pays, des forces politiques concurrentes qui toutes visent les richesses de ce pays, qui toutes visent les mines de ce pays. Et parfois, elles sont prêtes à tout. N'oubliez pas qu'en 1996, la guerre qu'on nous a présentée comme une guerre de libération n'était rien d'autre qu'une guerre pour prendre le contrôle du secteur minier. N'oubliez pas que cette guerre-là nous a éloignés de notre combat, celui de l'UDPS, pour une démocratie dans le cadre d'un combat pacifique à travers la conférence nationale. Ces raccourcis qui étaient faits pour nous détruire ont fait que nous qui avions vocation à diriger le pays depuis 1996-1997, on a dû attendre 2019. C'était à cause de ces forces internationales. Mais là aussi, c'est un facteur de risque que le chef de l'État a réussi à gérer avec brio. Vous avez vu comment, pendant toute la première année de son mandat, il a sillonné le monde pour expliquer la profondeur de l'action qu'il menait, pour expliquer le bien fondé, pour expliquer à ceux-là qui nous ont combattus pendant les 32 ans de lutte, qu'ils se trompaient, qu'ils faisaient fausse route, qu'ils se trompaient sur le produit des PES, qu'ils se trompaient sur les leaders de l'UDPS, qu'ils passaient à côté d'une opportunité historique pour construire ensemble dans le monde un Congo prospère, une Afrique prospère. Et son message a été entendu 5 sur 5. Voilà encore le génie du leadership d'après 2019. Il a réussi à travailler aussi bien avec les Américains, qui sont aujourd'hui notre partenaire privilégié, qu'avec les Européens, qu'avec les Chinois. Alors que peu de temps avant, beaucoup de pays européens soutenaient des forces qui nous étaient contraires, qui étaient prêtes à rééditer la guerre qu'on avait connue en 1996. Ils étaient prêts à la rééditer en 2018. Et grâce à ce changement pacifique, on a échappé à ce complot qui s'était manifesté à Genève, qui devait se traduire par une guerre au cas où les choses ne se passaient pas comme eux le souhaitaient. Tout ça a été déjoué grâce au génie du leadership. Nous sommes un pays riche, un pays béni, un pays sujet de convoitise. Cela accroît sa fragilité. Nous devons avoir des leaders intelligents et sages, des leaders qui ont une expérience politique profonde pour échapper à tous ces pièges. Nous avons la chance d'en avoir un. Il l'a prouvé au sein de l'opposition. Il l'a prouvé dans la première phase de son mandat. Il a prouvé dans le brio avec lequel
il a mis en place l'union sacrée de la nation. Voilà les grands changements qui nous permettent d'espérer pour demain, qui nous permettent, en tout cas moi je le vois en tant que ministre des Finances, d'avancer vers les grands objectifs économiques, sociaux et environnementaux que nous nous sommes fixés pour le bien des Congolaises et pour le bien des Congolais. Croyez-moi, le changement est réel, le changement est profond. Cette transition démocratique et pacifique de 2019 est un grand tournant qui a eu comme conséquence de nous donner plus de liberté, plus d'indépendance dans un environnement de concurrence, dans un environnement de géopolitique opposé, et qui nous donne également l'opportunité de mieux tirer profit de nos ressources, comme je viens de l'expliquer, à travers les ressources que nous mobilisons issues de l'exploitation de notre pays. Nous sommes dans le bon, nous sommes sur la bonne direction, nous avons besoin de la compréhension de chacun et de tous, et le GREC a l'obligation et le devoir d'être le messager de cet espoir à l'ensemble des Congolais. Croyez-moi, nous sommes en bonne voie. Nous sommes résolument en bonne voie et j'ai espoir pour le Congo. Je vous remercie de votre Merci. Nous applaudissons pour Monsieur le ministre des Finances. Mira, on vient de suivre le ministre des Finances. D'abord, nous accueillons tous ceux qui sont arrivés juste après et nous présentons également toutes nos excuses. Merci d'être venu. Voilà, on retient, merci, on peut s'asseoir, on retient la gratuité de l'enseignement.